Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Jean-Pierre Théolier est mon ami depuis le milieu des années 90, quand je fréquentais la scène rock angevine. 100 fois on s'est perdu de vue, 100 fois on s'est retrouvés, au gré des rapports de Jean-Pierre avec la drogue. Alcool, benzo, éther, codéine, opium, kétamine, cannabis, speed, catinone, cocaïne, psilocybine, LSD, héroïne. Cette dernière n'a toutefois jamais été injectée, trop peur de mourir. Jean-Pierre a aujourd'hui 63 ans. Il vit à Angers avec Caroline, sa compagne depuis 2 ans et demi. En fait, tout peut mettre drogue en fait. Même le maté et le thé, j'ai tendance à avoir la main lourde. Donc la préoccupation, c'est ça, pas avoir la main trop lourde. Et les oiseaux s'écrasent sur le parvis. J'étais trop jeune pour voir Jean-Pierre avec son premier groupe, Seconde Chambre, entre 1983 et 89. Je l'ai découvert et admiré avec sa seconde formation, les Explosifs Coolies, entre 95 et 97. J'ai alors cheminé avec lui quelques années, comme fan et complice. Jean-Pierre était ce que je n'osais être. Il vivait dans le danger d'une création totale, sous toxique. J'étais plus sage, même si la vie était une chose que j'appréhendais avec difficulté. Elle m'excitait et me tétanisait. Or, la musique de Jean-Pierre disait cela, précisément. J'avais 20 ans, Jean-Pierre 34. J'étais fier de son amitié. En septembre 2011, il devait chanter à mon mariage. Il n'est jamais venu. J'ai cherché à le recontacter, plus tard. Son frère, son cousin ont bloqué mes demandes. À les entendre, Jean-Pierre était quasiment mort. Et puis, un jour de 2022, il a répondu à un de mes très vieux mails. Je le retrouvais quelques semaines plus tard, devant un thé, totalement clean, enfin débarrassé de l'alcool et des drogues. Un miracle ? Non. Une grâce, me répondit-il. Il y a une question que je voulais te poser. Oui. Est-ce que de toutes ces années, tu te considères comme malade ou parfaitement responsable ? Les deux, je pense. Je pense qu'il y a souvent les deux. L'un n'exclut pas l'autre, quoi. À un certain niveau, j'étais responsable. Je ne sais pas lequel. Mais malade, oui. Assurément, oui. Assurément que j'ai tendance à penser que tout le monde est malade. Nous, on appelle ça pécheur. Mais c'est une forme de maladie, quoi. Pendant des années, je buvais tous les jours, mais quand je prenais des enfêtes, par exemple, c'était minimum 1 litre de whisky, quoi. Enfin, une bouteille de whisky. Plus souvent, 1 ligne d'enfête, ouais. Forcément, le monde, les rapports qu'on a avec les gens sont beaucoup plus tendus. J'étais très tôt touché par la parole, par l'évangile. Comment tu as été touché par l'évangile ? En lisant. Tout seul comme ça ? Oui. Tu t'es dit un jour, il faut que je lise l'évangile ?
c'est pas nouveau hein, que je suis attiré par la spiritualité. C'est ça, oui. Mais très jeune, ça m'a suivi, ça m'a. J'ai vécu avec ça, avec le Christ, la présence du Christ. Voilà. Il y a une chose dont je me souviens, j'étais très petit et j'avais lu dans un bouquin, je crois que c'est Tout l'univers, la création du monde. Ah oui. Voilà. Donc ils expliquaient comment le monde a été créé. Et je me rappelle que j'étais avec des copains et on devait avoir peut-être 7 ans, quoi. Et quelqu'un a parlé de création. Et j'ai dit non, c'est pas une création. Et j'ai ramené mon savoir en disant non, c'était la Terre au début, c'était une boule de feu, et par la suite, et en omettant complètement une éventuelle intervention d'une puissance créatrice, quoi. Et j'ai eu honte. Je me rappelle, j'ai éprouvé une tristesse. Ah oui. Oui. Pour moi, c'est une évidence que le monde est créé. Donc, à la base. Ce qui est moins évident, c'est que la source, que Dieu, en fait, se préoccupe de nous. Est-ce que tu peux me parler de l'Algérie, de l'arrivée au Muro? Je suis parti à l'âge d'1 an. C'était les barricades. Il y a eu le putsch généraux en avril 61. Je vois ça comme une période de chaos. Alors, d'un côté, c'est l'extrême violence, de l'autre côté, c'est le soleil. Les fruits, beaucoup de goût, les hauts plateaux. Donc, mon père a été très marqué par le fait de quitter l'Algérie. C'était la valise ou le cercueil. Ils ont pris la valise, ils ont pris le bateau. Et, ils sont arrivés en 62 en Île-de-France. Quand on est arrivé au Muro, on était à la Vigne Blanche. La Vigne Blanche, c'est les HLM. Donc ça, j'ai des souvenirs. J'étais en 64, 65. Mon père était après directeur d'école à Équevilly, pas loin. Donc ça se passait bien. Ça a commencé à se corser en 6e. Harcèlement scolaire, et j'étais en but à des gamins un peu turbulents, quoi. Donc j'ai bien galéré pendant 2-3 ans. Ouais. Tu me disais, les produits, c'est peut-être pour rendre la vie plus facile par rapport au collège. Ah oui, c'est une fuite. Je pense qu'il y a une grande partie de fuite, ouais. On se réfugie, on se replie. Repli stratégique. On se replie et on met la musique et puis on tripe sur la musique, quoi. Je crois encore avoir l'espoir de remporter quelques victoires. Victoire sur qui? Victoire sur moi. Donc le rock est tourné vers la vie, il n'est pas tourné vers la destruction, la mort, la fin. C'est très lié à l'adolescence. On a envie de s'éclater, de s'affirmer, on se cherche aussi, et puis il y a un côté plus sombre. Solitude? Ouais. Je pense que j'ai peur de l'autre. Les autres me mettent pas forcément à l'aise. J'ai jamais eu beaucoup d'amis en fait, mais je voyais des gens, pas beaucoup. Je me sentais isolé, ouais. Mais dis-moi une enfance difficile, une jeunesse difficile, ouais. Il s'agissait de s'oublier ou d'oublier les autres? À la base, c'est quand même les autres qui m'ont heurté, quoi. Parce que j'ai trouvé comme réponse au mal-être de l'adolescence, c'est les produits, quoi. Échapper à la vie quotidienne. Voilà ce que je cherchais. Et toutes les opiacés, elles sont arrivées quand? Je sais pas, je devais avoir 17 ans, 18, je prenais du Padéril par poignée, des Tuxpaderil néocodion, quoi. Ça arrondit les angles. Il s'agit d'être anesthésié, presque anéanti, en fait. C'est une forme d'absence totale au monde, quoi. Il n'y a besoin de rien. Dieu a fait avec ça, hein. Peut-être que j'ai pas assez la foi. Enfin, avoir la foi, c'est... j'ai pas assez structuré, peut-être. Pourquoi est-ce que j'ai douté Un des gros problèmes, c'est sans doute le manque de confiance dans la montée divine, quoi. Peut-être que c'est ça qui m'a empêché de choisir, peut-être. Enfin, j'ai fait un choix, parce que j'ai fait de la musique. 1983. Réformé du service militaire, en échec au baccalauréat,
Jean-Pierre sort d'une première dépression nerveuse. Il fuit les Mureaux et s'installe à Angers, où il retrouve son cousin Gilles. Jean-Pierre a 22 ans et il cherche à s'arranger avec l'existence. Quand on a décidé avec mon cousin de faire un groupe, moi j'étais très très marqué par Joy Division. Ouais, je trouvais qu'ils avaient réussi, avant nous, quoi. Nous avons quitté les nuits claires de l'enfance, les nuits où nous savions jouer. L'invitation renouvelée du matin, le paysage comme un corps qui s'étend. Il y a eu un article sur 2 groupes émergents, Rita Mitsuko et Seconde Chambre. Le magazine Best a réagi. Prometteur, quoi. Ensuite, celui-là, qui est plus long, enregistré toujours à Rennes, dans des conditions pas toujours faciles, notamment pour moi, ça c'est clair. Jean-Pierre, à cette époque-là, quand il prenait une guitare, alors soit c'est dû au produit qu'il prenait ou j'en sais rien, mais il avait une manière de jouer de la guitare qui était unique. Donc quand c'est Jean-Pierre qui a la guitare, tout le monde le sait. Quand tu apprends la musique, tu reproduis ce que tu as appris à l'école. Voilà. La différence, c'est que Jean-Pierre s'est pointé, il a pris une guitare, il a fait « Ah, on peut faire ça ? Bah, je vais faire ça. » Mais personne ne fait ça. Walked along the streets today, all these people have crossed the void. Away this emptiness somewhere, I fight again. Les paroles que tu as écrites n'ont pas vieilli. C'est des paroles universelles. Tu aurais pu parler d'un phénomène de l'époque. Voilà. Et là, tu parles pas de ça. Dans tout, tu abordes toujours le mal-être. ton sujet préféré. J'aurais préféré faire ça sans produit, quoi. Mais on n'aurait pas fait ça. On n'aurait pas fait ça. Quand on avait 20 ans, on était fan de Lou Reed, on était fan de Iggy Pop, on était fan de tous les gens qui représentent ça. On était là-dedans. Meilleur aspect du truc, ouais. Non, mais alors donc on a dit on va faire pareil. Là, j'ai des souvenirs de toi, on fait la balance, Quand même. on passe un temps à faire la balance, on arrive sur scène, au bout du deuxième morceau, tu te retournes, tu mets ton ampli à fond. Et le mec à la table, il fait « OK », il te coupe ta guitare, quoi. D'accord. Ah ouais. Ok. À Jean Villard. Ah, c'est à Jean-Villard. Ouais. Ah, j'avais un côté petit con quand même. Hein. Ouais, t'étais chiant. En 1986, la maison de disques Barclay mandate Théo Acola pour signer un groupe de rock français. Seconde Chambre est son premier choix. Le groupe est en concert à Rennes, leur prestation scénique doit confirmer le désir du producteur. Concert, donc c'est plutôt important. Patrice, il rencontre un pote à lui ou je sais pas quoi, il se bourre la gueule, mais bourre la gueule. Le premier morceau, il monte sur scène, il s'écroule sur sa batterie. J'ai posé ma guitare devant les gens, J'en suis devant pas le concert. fier, hein. J'ai posé ma gratte, je suis parti, j'ai dit SM, moi je joue pas. Et il y avait Théo Acola qui était là. J'ai été le voir et j'ai été lui dire, je suis désolé, mais et le mec, une semaine après, il signe Mort Désir. C'est très bien qu'ils aient pas signé Seconde Chambre. On n'avait pas les reins solides. Mais on était trop branleurs. On n'avait personne pour nous aider. On n'avait pas qu'un manager qui nous disait « Attention les gars, faut faire comme ça ». On n'avait rien. Monter sur scène, il faut être obligatoirement en état d'élévation. Que ça soit musical ou parler d'autres. D'inspiration, c'est mieux. Mais d'élévation, terme élévation, je pense que de fait, il y a une modification, quoi. J'ai connu des gens qui buvaient un verre de whisky et qui montaient sur scène. Donc c'est l'effet euphorisant. Ah, moi, il m'en fallait un peu plus, quoi. Est-ce que tu as pensé à un moment que l'art pouvait naître d'une douleur ? Qu'on apprenne dans la souffrance, c'est possible. Et est-ce que tu aurais pu créer sans douleur ? Je crois pas. Est-ce que c'est une place que tu as cherchée, ça, celle de poète maudit ?
Oui, le romantisme, quoi, le romantique de l'a compris. On se reconnaît plus facilement dans les personnalités perturbées, ouais. Ce que je comprends pas, c'est tu disais que c'est pas la drogue qui crée l'art, Bah non. et pourtant tu cherches une classe de poète maudit, drogué, pour créer. Enfin, tu vois, Je c'est un peu- m'arrange. T'arranges. Je fais ma tambouille, quoi. Un petit peu, hein. Ça me paraissait un masque plus facilement portable. J'ai l'impression que la drogue a tué le groupe, mais sans elle, il n'y aurait peut-être pas eu de groupe. Exactement. Ouais, c'est la notion du remède poison. Quel lien il peut y avoir, quel est le rapport que tu peux entretenir entre la drogue et le mysticisme? Le mysticisme, moi je le comprends comme une tentative d'établir un contact direct. Entrer en dialogue directement avec la divinité. Dans certains produits, la question de Dieu se pose. On voit quelque chose, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur. Certains ont dit que la drogue était une préfiguration désespérée du ciel. Je peux comprendre ça. Est-ce que le signifiant qui relierait musique, rock, drogue, religion, Dieu, c'est pas le signifiant absolu? Il y a un point commun, c'est la prière. Je crois que ça mobilise l'intégralité de l'être, le corps, l'esprit et l'âme. Dans les grandes œuvres artistiques, je pense que ça peut être considéré comme des prières. Pourquoi est-ce que Moby Dick serait pas un chapitre de la Bible? Bon, il y a plein d'autres. Joy, par exemple, je pense que c'est... quand j'ai vu sur scène Ian Curtis, alors il est enthousiaste dans le sens grec, il est pris par le Dieu, enthousiaste. Mais vraiment, c'est une prière. I feel a feeling that takes possession of me. I feel a feeling that rises in me. A feeling I don't understand. A feeling I can't explain. My friend, strong. My spine, shoulders. J'ai refait un autre groupe en 91. À nouveau problème. Et puis là, je voyais un médecin, un psychiatre. Voilà, il y a problème de dépression encore, addiction. Premier séjour pas en HP, pas en clinique, c'est pareil. 3 semaines. Ça allait mieux, à peu près remis, mais bon. Et voilà, il y a le guitariste, Laurent, qui me dit, il y a Rico, manager de Parabellum. Il dit, ok, s'il n'a pas d'appart, je vais bien l'héberger, mais il n'y a pas une bouteille qui rentre. Bon, on a terminé avec des dizaines de boîtes de speed, quoi. Il y a un psychanalyste qui s'appelle Thierry Roth. Il disait que ce qui caractérise un addict, c'est que 1, il privilégie sa jouissance à la préservation de sa vie, et que 2, le produit le soulage de l'existence. Ah oui, ça, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il y a un mystère inatteignable. La peur de la mort. Peur de la finitude.
Donc se détruire parce qu'on a peur de la mort. Ah bah c'est assez névrotique comme démarche. Parce que le monde est intimidant. La vie, c'est avant tout une perte. Et la drogue, c'est un peu quelque part un refus de cette perte initiale, cette perte totale. C'est exactement ça en fait. Au bout d'un moment, le choix se pose. Est-ce qu'on continue? C'est-à-dire, je me tue ou je vis, quoi. L'alcool, c'est ce qu'on dit, on continue, et dans ce cas-là, on risque de mourir. Enfin, il est possible qu'il y ait des morts spirituelles avant des morts physiques. Qu'est-ce que c'est qu'une mort spirituelle? Je sais pas, c'est un enfermement, l'incapacité à se relier aux autres, à soi-même et au ciel. Enfin, à Dieu. Mama Droga est de retour chez toi. L'appartement est dégueulasse. L'évier bouché, l'eau glacée. Ils vont couper l'électricité. La résidence se manifeste de façon protéine. Vous reconnaîtrez la résidence à la manière qu'ont les habitués du Lisboa de se croiser. On s'observe, ce qui est indispensable en temps de campagne militaire. Mais ici, ce n'est pas le cas. Les résidents ne s'agressent pas directement, mais ont recours à des formes dévoyées de contact. La réussite est l'acceptation d'un corps étranger. J'en déduis que le rejet est une sorte d'acceptation de moi. La résidence rejette l'exception que les temps nécessitent autocrates tentaculaires. Elle se fonde sur des rires de machines détraquées. Mais non, en fait, j'ai dit je vais écrire, j'ai plus que ça à faire. Peut-être que je vais claquer, enfin des trucs. Donc j'ai écrit, on gobe, on écrit, on gobe, on écrit, on gobe, on écrit. Et qu'on n'arrive pas à freiner, quoi, avec certains produits, quoi. Donne-moi quelque chose qui recolle les morceaux. Au début, ça allait. Au bout de 2-3 ans de consommation, je pouvais rester facilement 1 heure sur une virgule. C'est insupportable, quelqu'un qui est constamment sous speed. Il y a des pulsions, il y a des moments d'agressivité, on dort pas. Moi, je suis resté... J'avais compté 7 jours, 7 nuits sans dormir. Quand sur l'invitation d'une amie, Jean-Pierre s'installe en Chine en 1999, il met en pratique les prescriptions des pères de l'Église. L'exil lui permettant de perdre ses repères, de porter un œil neuf sur le monde. Établi à Canton, Jean-Pierre donne des cours à l'Alliance française. Il retrouve alors en lui une sensation qu'il a connue enfant. C'est là où j'ai eu comme un réveil spirituel, on va dire. Il y a eu un soir où ça a changé. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer ça. Où les choses sont devenues... Ça m'est arrivé petit, en fait. Petit, je me rappelle, où il y a eu un sentiment de présence. Et ça, je m'y réfère. Je me dis, j'ai vécu ça. Et de temps en temps, par la suite, j'ai revécu des moments comme ça. Les choses sont présentes. Et elles sont... comme une vibration, quelque chose de... une présence, et une profondeur, et une chaleur. Voilà. Et cette présence, elle vivait comment, toi? Une sorte de joie, mais de joie tranquille. Quelque chose de paisible, oui. C'est des instants où le monde est moins hostile, c'est sûr. C'est une impression de monde liquide, chaud, et qui vibre, voilà. Fort de cette présence divine, Jean-Pierre décroche de toute substance, sans aucune aide médicale ou psychologique. Une victoire qu'il explique par une première grâce qui serait descendue sur lui. Ça m'a posé question. Je me suis dit, qu'est-ce que je me dis? Je ne sais pas ce que je me suis dit, mais j'étais vraiment présent. Mais c'était pas loin d'avoir de la crainte. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que ça soit plus intense. La crainte, c'est-à-dire? Oui, c'est ça. La peur? Enfin, comme si c'était trop. Trop, ouais. Voilà. Jean-Pierre poursuit l'expérience de l'exil et s'installe au Gabon dans un dispensaire en tant que missionnaire laïque. Faire le bien et aider son prochain le maintiennent loin des produits.
Mais cela n'aura qu'un temps. De retour en France, quand Kalman Levy décide de sortir résidence, le mal ressurgit. Il faut corriger le manuscrit, vite, quitte à céder. Je vais pouvoir m'asseoir tranquillement, mais pour ça, il faut que je prenne des choses bénignes comme la codéine. Mais haute dose, c'est très, c'est vicelard, quoi. Très difficile d'arrêter. Et si je dis que tu as écrit le livre sous speed et corrigé sous codéine, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et c'était les bonnes drogues pour chaque travail. C'est ce que je pensais. C'est le péché originel, un petit peu. C'est se prendre prendre la place de Dieu, se prendre pour Dieu. C'est croisé dans les années 2000, tu m'avais dit que tu avais bu en quelques jours ton avaloir. Ah ouais, vanité. J'ai bu en fait quasiment une nuit. J'ai flambé, quoi. Après avoir galéré dans plein de petits boulots, puis avoir été un temps titularisé comme fonctionnaire, Jean-Pierre est finalement mis en invalidité, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins essentiels. Entre 2004 et 2010, il vit sur Paris. Tantôt il habite dans un presbytère, tantôt il est hébergé dans un squat d'artistes. Il joue de la musique dans les studios d'Agnès B et est bénévole dans un tas d'associations, dont une de soutien scolaire pour les enfants hospitalisés. Mais il est défoncé en permanence. En 2012, il s'installe à Pantin. Il y sombre totalement. Raconte-moi Pantin. J'écrivais un petit peu, mais... j'ai fait un peu de musique avec un ami qui habitait au Pantin aussi. Et puis ça commençait à déconner au bout de 2 ans, quoi. Je sais plus exactement quand. Voilà. Et t'en étais où avec la dope à cette époque? Ah bah là, j'ai repris le speed. Donc, j'étais pas frais, quoi. Donc j'ai recommencé. Je m'étais dit, en arrêtant résidence, plus jamais je prendrai ces produits. Si je reprends ça, c'est que je suis mort. Je sais que ça veut dire que je meurs. Je vais reprendre du speed, je meurs. Et un jour, dans le jardin de mes parents, ma mère avait planté 2 arbres. Un pommier. Moi et pour mon frère, elle avait planté un autre arbre. Et un jour, il y a ma mère ou mon père, je ne sais pas, qui dit, il est mort. Donc je suis allé voir, tout était en fleurs, tout était vert, en fleurs, tout était vivant, mais l'arbre était mort, le mien. Et là je me suis dit, effectivement, je sais peut-être qu'il y a un danger de mort, quoi. C'est ton père qui t'a sorti de Pantin? Alors, oui, c'est-à-dire que je me suis... à un moment donné, je me suis allongé sur le matelas et j'ai plus éprouvé l'envie de me relever, quoi, globalement. Ma copine de l'époque qui a téléphoné à mon frère en disant il y a ton frère qui est en train de... Il va passer l'arme à gauche, quoi. Donc mon frère a alerté, mon père l'a su, etc. Et mon père m'a ramené en bagnole, à Angers. Jean-Pierre. Comment ça va? Ça va, je suis pas très matinal, donc j'ai du mal, je suis fatigué en fait. Ouais. T'arrives à dormir un petit peu? J'arrive à dormir un petit peu. Okay. C'est après que t'es habité près de chez moi, à Pantin? C'est quand on a fait le déménagement. Oui. T'es reparti avec papa, et moi je t'ai laissé, et vous est avez venu, emménagé. Il est venu, Oui, ouais, et on a déménagé ce qui je me rappelle. était déménageable. J'avais pas de nouvelles de toi pendant beaucoup de temps, et on s'inquiétait avec papa. J'avais peur que t'aies fait une OD. Donc j'ai dû me taper le voyage chez moi à Pantin. Tu m'as ouvert, tu m'as regardé, tu m'as dit un truc genre non mais c'est bon, vous arrêtez là. Et t'as fermé la porte et je me suis retrouvé comme un con. Et j'étais soulagé parce que j'avais peur vraiment que... J'étais vivant, quoi.
Je crois que la pire année, c'était 2017. Il me semble pour moi. Vous avez pris quoi comme produit? Ah bah j'ai pris tout ce qui est maintenant c'est connu, 3-MMC, pentédrone, méphédrone, APVP, c'est des catinones, D'accord. des produits de synthèse qu'on vend sur ok, internet. ok. D'accord, d'accord. Mais ça te dérange pas si je dis la maladie? On peut parler de maladie en effet. Mais en même temps, c'est ta personnalité aussi. Tout ça, c'est aussi dû que moi, depuis que je te connais, t'es mon frère, je t'ai toujours connu à fumer des bédos, à boire de l'alcool, prendre des acides. J'ai pas une autre image de toi que comme ça. Avant quand même. Ah non, non. Ah non, non. Petit. Bah même pas. Hein. J'ai pas commencé à Bah, 12 ans. Mais moi, ma conscience de toi, elle arrive à 8 ans et t'avais déjà 16 ans, quoi. À 16 ans, tu t'écoutais à l'IME, donc au Muro. Ouais, 16, un peu plus que 16 peut-être. Bah, en tout cas, moi... T'as pas de souvenir de moi, Claire? Non, non. D'accord. Bah ouais. Sergent de Mont? Non, mais t'étais tout le temps... t'étais pour moi T'étais tout le temps dans un rapport particulier avec la réalité, avec la musique, avec le dessin. T'étais toujours dans un trip, hein. Ça a été très dur pour moi de perdre mon frère, parce que je l'ai perdu à un moment donné, parce qu'il était vraiment barré, quoi. Et je pouvais plus m'occuper de Jean-Pierre de manière comme j'avais pu le faire, même si des fois je le laissais dans son trip. Par où? Bah, je sais plus trop, mais je pense que c'est par là. C'est le premier anniversaire sans lui, je crois. Là, je vois la famille Dumas, il n'y aura pas la famille Théolier. Maman est à Arpajon. Tu fais une prière? Interne? Intérieure? Une prière interne. Interne, ok. Tu peux la faire pour moi? Tu veux que je prie pour toi? Ouais. On va essayer. Vas-y. Interne. Non, pour moi, quoi, que je l'entende. Ah oui, bah c'est notre Père. Ok. Bah, notre Père. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Je suis sûr que s'il n'y avait pas eu mes parents, je serais minimum à la rue. Ils m'ont sauvé la vie, quoi. Ta mère s'angoissait pour toi? Ah oui, elle m'a dit qu'elle avait prié la Vierge. Mais bon, j'ai pas pu m'arrêter. J'ai fait un séjour, j'ai fait une cure, mais j'étais pas prêt. Bon, je buvais tous les jours et beaucoup, et je continuais à prendre notamment des catinones, quoi. Après, ça a été de pire en pire. À son retour sur Angers en 2014, et après quelques mois chez ses parents, Jean-Pierre s'installe dans une maison qu'il nommera très vite la Maison Maudite, l'ultime demeure de la drogue. La bâtisse a été rasée. De cette période, il ne reste rien que le souvenir glacé d'avoir frôlé la mort quotidiennement. En 2015, une hospitalisation d'office est prononcée. Interné, ligoté, anesthésié par les médicaments, Jean-Pierre dit avoir là touché le fond. Pourtant, dès qu'il sort de l'HP, il se remet dans la drogue, à l'identique. Là, j'étais vraiment isolé, quoi. Parlais tout seul. J'étais j'étais presque désespéré, quoi. Je souffrais beaucoup de... Mon frère pouvait plus me parler. Il n'y a même plus tellement d'avenir. Ça relève de la survie, quoi. Tu as eu peur? Oui, la trouille. Quand tu fais plus de 19 de tension, que ta tête qui tourne, tu dis peut-être que j'arrête les enfêtes, quoi. Qu'est-ce qui t'a permis de rebondir, du coup? Ah, bah je pense que c'est Dieu. Je vois pas ce que ça peut être. Moi, je Oui, considère. mais Je quand pense tu dis que- c'est Dieu, il t'a péché comme ça? Bah, je pense que j'ai été attentif, peut-être. Je pense que Comme un ressort intérieur qui... bah, je pense pas. Enfin, après, c'est une idée que je me fais, mais je pense pas que
il n'y a pas de violence de la part du créateur. Il n'impose pas quelque chose. C'est juste une proposition, on va dire. Et donc, il y a quelque chose peut-être en moi qui a accepté, qui a tendu l'oreille. Et qui, du coup, t'ont permis de... Par exemple... De te ressaisir ou de te relever C'est pas moi qui me suis... j'ai contribué à mon rétablissement, on va dire. Je contribue à mon rétablissement. Quand même. Bah oui. Mais je peux pas dire que tout vient de moi. Tu y serais pas arrivé? Je pense pas. Il y a quelque chose qui nous dépasse, en fait. Puisque c'est comme une pulsion impérieuse. Quand on est addict, quand on dépend de quelque chose, quand on est... Moi, je dis qu'on est en Égypte, en fait. On est exilé chez le pharaon et des fois, on aime sa prison. Mais ça nous dépasse complètement. Donc, il faut au moins qu'on se laisse aider. Par rapport à cette question du mal que tu évoques, si tu le mets en rapport avec ta propre histoire, tu te rends... Enfin, je sais pas, moi, tu peux te rendre compte que finalement, dans l'expérience personnelle du mal que tu as pu faire, Dieu ne t'y a pas abandonné. Tu as pris acte de cette présence qui t'a sollicité, quoi. Oui, et c'est un mystère qu'on peut... Voilà. Il faut accepter l'évidence du mystère. Ils ont pas fini de fleurir. C'est en 2018 que j'ai vraiment dit oui à... que je me suis tourné vers la vie, en fait. Enfin, on va dire Dieu, puisque je peux dire qu'une grâce m'a été donnée, oui. Moi, ce que je retiens, ça serait simplement du soleil. Voilà, du soleil dans les arbres et les feuilles mortes. C'était des bouffées de soleil. Ah, c'est marrant, ils poussent en hauteur. Est-ce que c'est pas minimiser ton courage dans l'arrêt de la dope? Non, je crois pas. Bah, cette grâce, justement, c'est peut-être d'avoir suffisamment de courage, quoi. Peut-être. C'est un combat qui est pour mon bien, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Donc la grâce, c'est au moins de permettre d'agir comme il faut. Pour moi et pour les autres. Ça demande un courage, peut-être, de dire oui ou non, ça dépend. Parce que je crois qu'on est capable que de dire oui ou non. On n'a pas le choix, au bout d'un moment, il faut faire face, quoi. C'est beau. Vers des papillons. Et l'arrêt de l'alcool? L'alcool en 2019. En septembre 2019. J'avais arrêté avant, j'ai pas réussi. Il y a un ami qui m'a dit va voir les alcooliques anonymes. J'y suis allé et j'ai arrêté. 0 du jour au lendemain. Ah oui. Nombreux sont les enfants qui ont disparu. Nombreux ceux que les parents ont perdus. Au long de la rivière, au long de la rivière. Nul ne sait où elle va, certains en cherchent encore la source. Nombreux les enfants qui dorment. Au lit de la rivière, au lit de la rivière. Le film risque pas de te refaire plonger dans quelque chose. C'est jamais exclu. C'est jamais exclu. Jamais. Comment tu vis avec cette épée au-dessus de la tête? Comme avec la mort. J'imagine que c'est la même chose. Tu seras toujours en danger. Je pense, oui, mais comme tout le monde. Tu peux repartir de la phrase de Jean Kelevitch qui est importante, je crois. Moi, j'ai aimé cette phrase. Il faut commencer par le commencement, et ce commencement, c'est le courage. Il faut faire face, il faut déjà admettre qu'il y a un problème,
faut sortir du déni, faut tomber un petit peu de son faux piédestal, ou je sais pas, il y a... Oui, il y a beaucoup de choses qui demandent du courage. Hein. Comment ils font pour être aussi courageux? Ça a été au-dessus de mes forces d'être responsable d'une famille, c'est du courage, quoi. Tous les matins, se lever, bravo, quoi. T'es père ou t'es mère, c'est déjà... moi, je ferme ma gueule, quoi. Je pense qu'objectivement, j'aurais pas été un très bon père, quoi. Les 3 quarts du temps, dans un état qui n'était pas compatible avec l'éducation d'un enfant. Donc c'est un regret, oui, c'est un regret, c'est dommage. Et ça te manque pas de pas participer à la beauté du monde en sublimant, en créant Faire de la boue de l'or. ta propre boue et ton propre or? Parce que toi, par exemple, aujourd'hui, tu ne veux plus ou tu ne peux plus créer. Donc tu es dans la contemplation quand même. Oui, on peut célébrer quelque chose de beau. La contemplation, c'est peut-être un état de présence sans effort, peut-être. C'est les mots, en fait. Qu'est-ce qu'on veut dire? À l'éternité, par exemple. Qu'est-ce qu'on veut dire le mot éternité? La vie éternelle. Oh, regarde, c'est un poisson. On dirait un peu son mort. Ouais. Là, tu peux chanter ta chanson. Oui. Poisson mort. La chanson de Julien Clerc, chantée par Julien Clerc, la musique de Julien Clerc, texte d'Étienne Roy d'Agile. Fais ton tibili, ta, la, la. Tibilibidip, ah la la la, tibilibidip, ah la la la, poisson mort qui descendait le cours des fleurs. Oh, là, il y a le... Tu fais un sandwich Non, pas un sandwich, là, juste... Regarde. Ce qui guérit, c'est la rencontre. Rencontrer une personne. Là, j'ai eu beaucoup de chance, oui, ce qui m'a surpris un peu parce que je me voyais pas dans une relation. Après tout ce qui est responsabilité, j'ai dû passer mon temps à les fuir. Hein. De la même manière que Dieu sait nous rejoindre dans cette puissance de vie qu'il y a en nous, le mal ou le malin sait aussi nous rejoindre pour nous tirer vers le bas. Ou dit autrement, Dieu est obligé au présent de nous maintenir dans l'existence. Oui. Et il y a une résistance. Pour moi, le mal, le malin, l'esprit du mal est lié à cette résistance-là. « 40 ans de dope. Comment tu te sens physiquement? Parce que j'ai l'impression que ça va pas si mal. Ça pourrait être pire. Ça pourrait aller mieux aussi, quoi. Mais à l'époque, j'avais plus du tout de souffle. Hein. J'étais tombé à moins 30% quand même de capacité respiratoire. Mais donc, regarde, je peux attraper.
Elle fume. Je l'attends et je l'attrape avec deux mains parce que c'est deux comptes. Quand même. Quel rapport t'entretiens avec ton corps en fait? Bah, pendant des années, je m'en suis pas occupé. Hein. C'était une machine qu'il fallait... À une époque, oui, je me voyais comme... j'avais une tour de contrôle, là, et j'étais assis. Il y avait comme une cabine de pilotage. Et, ça n'a pas duré trop longtemps, c'est pénible. Mais c'est pas des rapports apaisés. Alors voici. Voilà. Donc il y en a un que vous prenez tous les matins, hein, c'est ça. On a un 3 fois par jour et puis celui au coucher. Hein. Voilà. Bien. Je sais que Jean-Pierre voit aujourd'hui un psychiatre régulièrement, mais il n'a pas souhaité que je le filme dans cette circonstance. Et je compte arrêter le Zopiclone cet été. Très bien, ouais. Vous arrêtez progressivement. Bah oui, oui. Hein, Les surtout. médicaments que mon ami retire à la pharmacie sont désormais prescrits. Rien à voir avec les ordonnances qu'il falsifiait il y a 20 ans. Et ils sont somme toute très communs, de simples somnifères pour dormir. Je suis en train de préparer. Il manque quelque chose, là non. Non, c'est bon. Est-ce que vous voulez du rab? Ça marche. Deux plats chauds, s'il te plaît. Mais j'allais les... Ah ok, d'accord. Ah d'accord. Il reste que ça. Et ce pommier qui était mort, Il a refleuri. Mon père m'a dit ça peut-être 3 à 4 ans plus tard, je sais plus. je suis retombé récemment sur une citation de William Beowulf. Elle disait en substance qu'il faut vivre dans une forme d'abandon de ses rêves. Est-ce que tu penses que le secret d'une vie heureuse est de vivre débarrassé de tout artifice? Je vais répondre par une autre citation. Il faut savoir désespérer jusqu'au bout. C'est Roger Nimier. Il faut perdre ses illusions. Et même perdre espoir. Il faut savoir se passer de tout, en fait. Il y a un processus où on se débarrasse, on quitte ses illusions, ses projections, c'est peut-être une phase de dénuement. Enfin, Qu'est-ce que tu aimerais te souhaiter pour les 20 ans à venir? D'avancer dans la sobriété, de continuer à donner. J'ai commencé à donner assez tard. Ouais. Tu connais le râle-d'eau? Non, Ben, c'est le cousin du râle-d'eau, le râle déjeuner, d'accord. qu'on appelait le roi des cailles. C'est ce qu'il annonçait la migration des cailles. Ok. Tu veux savoir autre chose? C'est beau. Ton père, il saurait ça? Quel arbre c'est? Oui, sûrement. Hein. Comment il s'appelait déjà? La trabicule